Donc tout d'abord, on va peut-être vous laisser vous présenter, expliquer la mission que vous avez dans votre établissement et puis peut-être depuis quand vous êtes expert visiteur. Ingrid, je te laisse commencer. C'est allumé ? Oui, c'est bon. Donc je suis Ingrid Dubois, je suis expert visiteur depuis 2022. Je suis à ma 5e visite. Et sinon, je suis cadre supérieur de santé à l'établissement de santé de Quingé. Merci. Donc moi, je suis Karine Manzoni, je suis expert visiteur depuis 2022, en formation coordonnateur. Là, je vais démarrer dans un mois. Et puis, je suis aujourd'hui à la direction de la performance bloc du groupe Elsan, parce que je suis cadre de bloc opératoire au départ. Voilà, et aujourd'hui, j'interviens au sein du groupe dans les différentes cliniques au niveau des blocs opératoires. Alors, une deuxième Karine de Mézinich. Je suis coordinatrice générale des soins à l'hôpital d'Anse-Franche-Comté. Je suis expert visiteur dans la version actuelle depuis 2022 également. J'ai dû faire 4 visites et j'avais déjà été expert visiteur dans le cadre de la V 2010, activité que j'avais interrompue à mon arrivée dans l'établissement actuel, étant donné qu'il y avait des gros projets internes. Merci. Alors, on s'est rencontrés déjà un petit peu en visio, en réel. Madame Demeuzy, je travaille aussi dans son établissement au niveau de l'hôpital Nord-Franche-Comté, donc on se connaît bien. Et on a pu préparer ensemble, là, on ne va pas vous le cacher, les éléments qu'on souhaitait mettre en avant avec vous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, une première question un petit peu générale sur la manière dont est préparée et dont est construite cette équipe d'experts visiteurs dans cette nouvelle version de certification. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur justement ces principes et ces modalités de construction d'équipe ? Qui souhaite prendre la parole ? Je peux commencer. Au niveau de la constitution de l'équipe de V, et de sa durée dépend de la taille de l'établissement et de son activité. Les experts visiteurs sont choisis en fonction de leur expertise. Il faut savoir que tous les experts visiteurs sont formés aux différentes méthodes d'évaluation de la HAS, avec une particularité pour les patients traceurs où il faut être bien sûr médecin. Bien sûr, c'est évident donc. Okay. Donc. Tout le monde était au courant que maintenant, donc, au niveau des équipes d'experts visiteurs, donc, les patients traceurs sont réalisés spécifiquement par des médecins. Et ce sont des médecins qui sont missionnés uniquement pour effectivement venir réaliser un certain nombre de patients traceurs, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement le nombre de patients traceurs a doublé voire triplé dans les structures depuis l'ancienne version de certification. Simplement, concernant les médecins, il y a des médecins qui sont experts visiteurs et qui font l'ensemble des évaluations, et d'autres qui viennent un temps court dans la visite pour effectivement ne faire que les patients traceurs. Il y a des médecins sur les deux types. Voilà. Et moi, j'avais juste un petit complément, c'est que par exemple, moi qui suis cadre de bloc opératoire, je ne fais aucune visite en SSR ou dans les structures qui ne sont pas MCO en fait. Donc c'est vraiment en fonction du domaine d'expertise. Et là, je rentre dans le parcours de formation des coordonnateurs et il m'a été bien, en tout cas, ce qui est convenu avec l'HAS, c'est que je sois coordonnateur sur les visites en clinique, puisque c'est mon expertise, et en MCO. Alors c'est vrai que moi je travaille en SSR et USLD et souvent je suis donc missionnée dans des établissements où ils ont cette activité. En fait, c'est chaque expert visiteur qui détermine ses compétences, donc qui renseigne dans le logiciel Calista que tout le monde connaît, et donc chacun évalue ses compétences pour pouvoir être ensuite sollicité. D'accord, donc vous par exemple, vu qu'au niveau de l'HNFC on n'a pas de psychiatrie à proprement parler, vous n'allez pas réaliser de visite dans ces structures-là ? Alors moi je
peu, enfin je Oui, pourrais. d'accord. C'est pas forcément quelque chose que je souhaite, mais en tout cas, ayant eu dans mon expérience été dans un établissement ayant de la psychiatrie, je pourrais. Ok. En fait, ça reprend la totalité de l'expérience de la personne, pas l'endroit où il se trouve à l'instant T. C'est vraiment par rapport à finalement le curriculum vitae de la personne. D'accord. Okay. Deuxième question, de quelle manière s'organise la visite au sein de l'équipe pour vous permettre de croiser les différents éléments d'évaluation? Et puis derrière, quelle adaptation en fonction de ce croisement d'infos s'opère au sein de l'équipe? Donc, tout d'abord, comment vous croisez les différents éléments concrètement lors d'une visite? En fait, déjà, on prépare la visite. C'est finalement comme les établissements de santé. Le coordonnateur va un petit peu rencontrer, enfin, en tout cas, propose de plus en plus des visios, un temps de visio pour déjà que les experts visiteurs se connaissent et puis pouvoir un petit peu déjà commencer à préparer la visite. Et puis après, c'est plus du croisement d'informations et puis justement, avec les niveaux d'expertise des uns et des autres, on va forcément avoir des liens et des points d'intérêt qui peuvent être qui seront complémentaires. D'accord. Et donc vous croisez plusieurs fois par jour les différents éléments d'évaluation que vous avez constatés, repris, notés. Est-ce que ça peut générer du coup une adaptation de la visite? Alors, en fait, je vais peut-être juste reprendre parce que vous avez posé la question de la préparation. Effectivement, ma collègue a expliqué comment ça se passe la plupart du temps. En fait, ça dépend du coordonnateur. Il y a des coordonnateurs qui vont préparer très en amont, qui vont proposer, comme ça a été dit, des visios ou des réunions à distance. D'autres ne le font pas. Moi, j'ai une visite dans 15 jours. Il n'y a pas eu ces temps-là, alors que les précédentes fois, oui. Donc, c'est vraiment dépendant du coordonnateur. J'en profite pour dire aussi que l'HAS a prévu un travail pour harmoniser les pratiques, que ce soit pour la préparation ou pour la visite. Ensuite, pour répondre à votre question, pendant la visite, les croisements se font... en amont avec une réunion, puisque les experts visiteurs se rencontrent la veille du premier jour. Il y a une réunion de travail la veille, chaque fois, donc ça peut être un dimanche. Et donc là, chacun exprime ce qu'il a pu constater dans les différents documents qu'il a étudiés en amont. Et ensuite, au cours de la visite, il y a des points de transmission des uns des autres tout au long de la journée, puisqu'en fait, on est dans une salle, donc chacun va aller faire ses investigations, puis revient. Donc, il y a des temps informels et puis des temps formels en fin de journée, bien évidemment, tous les jours. Voilà, je crois que... Et du coup, ces croisements d'informations peuvent générer une adaptation de la visite? Ça vous est déjà... Ça arrive, alors oui, à la marge, mais ça peut arriver. Alors ça, c'est tout le travail du coordonnateur. Il y a déjà des aménagements qui sont faits en amont de la visite. Il peut y avoir la veille, on peut avoir une information comme quoi on fera différemment. Ou alors, en cours de visite, donc il y a le calendrier, l'établissement et les experts savent dans quel service ils vont se rendre. Et puis, si on se rend compte qu'il y a eu plusieurs... investigations dans un même service et qu'un autre, par contre, n'a pas été vu, on va modifier, on va en informer l'établissement. Ou alors pour ma partie, sur la partie chirurgie, forcément, peut y avoir des annulations de patients ou des programmes qui sont différents sur la semaine de la visite de certification. À ce moment-là, on va modifier un petit peu l'angle d'évaluation. Et moi, j'ai une question qui n'était pas forcément prévue, mais au niveau des profils patients, on en parlait hier un petit peu, Madame Demeuzy, dans notre copie de certification. Comment sont identifiés les profils des patients? Est-ce que vous partez de l'ensemble des patients, par exemple pour des patients traceurs? Est-ce que vous partez de l'ensemble des patients du service? Est-ce que c'est vous qui choisissez effectivement les patients que vous allez aller rencontrer? Ou est-ce qu'on vous donne un certain nombre de patients déjà et c'est parmi cette liste-là que vous allez choisir? Quelle différence y a-t-il entre l'ancienne et la nouvelle version?
Aujourd'hui, ce sont les médecins qui Oui. effectuent les patients traceurs. Donc ça, c'est vraiment Vous n'avez pas la la connaissance? liste des patients traceurs. Et ensuite, après, c'est le médecin qui va travailler avec l'établissement pour voir. Voilà. Alors, ce que je disais hier, c'est que, dans ce que j'ai pu constater, c'est que quelquefois, c'était un nombre de patients qui étaient proposés et le coordonnateur acceptait que le médecin fasse le choix dans cette liste. D'autres coordonnateurs ont rappelé que c'était la liste de l'ensemble des patients du service qui faisait l'objet de la sélection médicale. Ça peut être une info qui est intéressante à savoir aussi quand on est établissement, parce qu'auparavant, c'est vrai qu'on se disait, bon, on va choisir 3-4 patients, et puis ils vont choisir parmi ceux-là. Visiblement là, ils ont beaucoup plus, enfin, le choix est beaucoup plus large. Après, sur cette partie-là, il faut être vigilant parce que parfois, on va choisir, côté établissement, on va choisir 3 patients, mais on ne sait pas ce qui peut se produire. Donc, je pense que c'est important pour ceux qui se préparent de pouvoir avoir un champ beaucoup plus large parce que ça permet de prévenir davantage. Et encore une fois, comme ça a été dit tout à l'heure, je pense qu'il faut arriver à travailler pour cette visite de certification, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de pouvoir, en amont, pouvoir préparer les équipes à ce que ce soit comme ça au quotidien. Voilà. Mais il faut que le patient donne son accord. Ah, bien sûr, bien sûr. En fait, il faut demander l'accord à tout le monde avant, puisqu'on ne sait pas qui va être choisi. En général, la liste, elle est donnée en amont. L'expert visiteur va donner la sélection et après, il y a du temps pour aller voir les patients. Mais c'est vrai qu'il y a une communication obligatoire avant à tous les patients pour identifier ceux qui ne veulent surtout pas être interviewés. Donc qu'on puisse éliminer de la liste complète. C'est un peu dans ce sens-là qu'était ma question. Est-ce que vous pouvez Oui, reprendre vos propos, Monsieur Prédine, pour l'enregistrement? Oui, pardon. Oui, nous, de notre expérience, en fait, il nous est demandé de communiquer en amont à tous les patients qu'il va y avoir une certification et des patients traceurs, et donc potentiellement ils pourraient être interviewés et pour identifier ceux qui refusent de l'être, pour pouvoir, quand on donne la liste complète, parce que c'est ce qu'on nous demande, la liste complète de tous les patients présents la veille de la certification, même y compris ceux qui viennent d'entrer, mais effectivement ils font plutôt des choix de patients qui sont là depuis quelques semaines quand même. Mais ils nous demandent la liste complète, et cette liste complète est amendée par l'établissement de ceux qui refusaient d'être interviewés. Voilà. Et il y a une différence entre le patient traceur et le parcours traceur, où le patient traceur effectivement donne la liste complète, et c'est le médecin qui fait le choix le premier jour, la première réunion du premier jour. Et puis le parcours traceur, où en fait on a des caractéristiques de profil, et là on propose, c'est l'établissement qui propose des personnes, une ou deux patients possibles, voilà, Selon les profils. Selon les profils. Voilà. On choisit, il n'y a pas l'interview du patient, hein, mais pour autant, c'est les profils qu'on choisit, que l'équipe choisit, enfin que l'équipe de direction choisit, en fonction du profil de nos établissements. Voilà. C'est exactement ça. Il y a un profil pour les parcours. Oui, entre hospices de jour, qui est des hospices de jour, hospices complètes. Enfin voilà. C'est d'ailleurs un peu compliqué des fois, justement, de trouver le bon profil, parce qu'on nous demande des profils précis, et sur le coup, dans la semaine en question, on n'a pas forcément le profil dédié. Ce qui fait qu'il faut un peu adapter, et puis voilà, c'est un petit peu plus... Et l'expert visiteur s'adapte aussi. Pour le profil, oui. C'est le parcours, en fait. C'est que pour le profil du Oui. patient, c'est par rapport à son parcours. Tout à C'est-à-dire fait. qu'en fonction, on va aller évaluer un parcours patient. Et donc, du coup, forcément, chaque patient a un parcours différent. Et c'est là où, parfois, c'est difficile d'aller, si on prend un exemple, de prendre le patient qui arrive par les urgences pour une fracture du col du fémur, qui va faire la chirurgie, le bloc, et puis ensuite la chirurgie, puis ensuite le SSR. Voilà. Et donc, c'est ces parcours-là qui sont parfois, justement, où la spécificité va être importante. Et par rapport à ce que vous avez dit précédemment, si je peux me permettre, c'est la préparation. Normalement, dans le manuel, il est prévu que la préparation se fasse quand même par le coordonnateur 3 mois avant, ce que nous, on n'a pas du tout vécu.
puisqu'on a eu notre certification début octobre et on a eu des premiers contacts que mi-septembre. Et que du coup, ça a été quand même un petit peu compliqué. Et nos 7 experts qui sont venus faire notre certification, c'était vu qu'une semaine avant eux pour travailler. Donc ça confirme ce que vous disiez sur le fait que le coordonnateur, voilà, selon la manière dont il s'y prend, voilà. Donc les experts ne connaissaient pas nos établissements qu'une semaine avant. Donc du coup, c'était un petit peu plus compliqué en tous les cas, voilà. Et puis il y a aussi une notion qui est importante. Enfin nous, en tous les cas, qui nous a ça peut aussi alerter les autres établissements. Nous, on est 3, c'est des sites géographiques distants. Et donc du coup, quand vous parlez des coordinations entre experts, etc., elles se passaient que le soir parce que nous, on emmenait, ils avaient 1 heure de route systématiquement à faire, puisqu'on avait essayé de localiser sur le central ce qui était Besançon, mais ils partaient à Héricourt, Jura, enfin bon voilà. Du coup, tous les jours, ils avaient 2 heures de route aller-retour, en plus de leur activité sur place. Et donc du coup, leur coordination était, quand ils rentraient, 19h plutôt, voilà. Donc, il y a un élément à prendre en compte, c'est qu'on est expert visiteur, mais on est aussi professionnel de terrain. Et donc, par rapport au calendrier, comme vous disiez, effectivement, on a aussi ces problèmes de cadrage de calendrier, de refus de mission, parce qu'on a aussi des inspections dans nos établissements ou des engagements qui font qu'on est obligé de refuser les missions de visite. Et c'est en ça où parfois il peut y avoir des décalages de calendrier. Une des difficultés qu'on a eues, c'est le fait que par rapport au parcours et au profil, c'était le fait qu'on n'a pas forcément le profil présent, puisque nous on est en SSR avec des hospitalisations en hospice de jour, de demi-journée, du coup, et pas forcément tous les jours. Ce qui fait que quand on désignait un profil, bon, par exemple, obésité pour chez nous, les patients, l'équipe et le groupe qui intervenaient en hospitalisation de jour n'étaient pas forcément là tous les jours. Donc du coup, il était programmé dans le planning qu'on nous livrait le fait qu'il nous fallait le patient de tel profil à telle date, telle heure, tel jour. Sauf que dans notre organisation, c'était pas ça, quoi. C'était pas possible. Donc du coup, ces ajustements-là sont un petit peu compliqués à faire et pas toujours facile à convaincre l'expert pour qu'il y ait des adaptations quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Alors, c'est intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Maintenant, nous, pour en avoir fait quelques-unes, souvent, moi, j'ai plutôt constaté que ça se fait facilement. Vous évoquiez 3 mois, la préparation 3 mois en amont, mais il y a toute une partie qui est travaillée par la Haute Autorité de Santé avec les chefs de projet. Et ce n'est pas le coordonnateur. 3 mois avant, c'est le chef de projet qui travaille avec l'établissement. Le coordonnateur intervient plus tardivement. Il y a une réunion convenue à une date précise avec l'établissement et le coordonnateur pour justement affiner les parcours, le planning, etc. Alors, ce que vous évoquez aussi par rapport au temps échange entre les experts visiteurs, oui, effectivement, c'est tout au long de la journée, mais selon les établissements, soit c'est un site unique, soit c'est ce que vous avez évoqué. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait une visite de certification dans votre établissement, puisque j'avais été à l'époque, mais en V2010, à Pondéry, c'est ça que ça s'appelle. Donc, c'est vrai qu'à cette occasion-là, j'étais venue jusqu'à Héricourt, et une demi-journée était passée en trajet. Mais ça n'empêche pas que les temps sont importants, sont fréquents. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on n'imagine pas le travail que c'est expert-visiteur. C'est souvent mes collègues, quand je pars, disent « Ah, c'est bien, tu vas visiter, etc. » On ne visite rien du tout. On voit l'établissement. C'est un travail en amont qui est conséquent parce qu'il faut prendre connaissance de l'établissement au travers des différents documents que les établissements doivent transmettre. Donc il y a déjà une analyse sur la base de ces documents. Ensuite, la réunion la veille. Le matin, vous savez que dans les établissements, c'est réunion à 8h. Bon, à 8h, ça fait tôt et on finit quand même très tard. Non, mais je le dis parce que c'est quand même intéressant de le savoir. On n'imagine pas forcément comme ça. Et puis, autant le savoir pour ceux qui souhaiteraient peut-être s'investir dans cette fonction. Après, c'est très enrichissant et je pense que ça va être l'objet d'autres questions. C'est très enrichissant, mais très, très fatigant.
La prochaine question, on l'a déjà un petit peu initiée finalement. C'était, on avait voulu ensemble mettre en avant quelles situations pouvaient générer des incompréhensions ou des tensions au niveau de l'établissement pendant la visite. Donc on en a parlé un petit peu là avec Monsieur Prédine concernant les ajustements nécessaires par rapport à des profils identifiés par les experts au départ qui ne sont pas forcément toujours possibles à identifier concrètement dans l'établissement en fonction des patients qu'on accueille. Peut-être d'autres éléments que vous auriez souhaité mettre en avant ? Alors moi, pour l'ensemble des visites, j'ai pas eu de soucis. Ça s'est généralement bien passé. On voyait que la certification a été préparée, les professionnels informés. Enfin, j'ai pas eu de soucis. Alors moi, j'ai eu un établissement, mais après, je pense que c'est un petit peu dans la globalité et ça va rejoindre ce dont on a parlé tout à l'heure sur la préparation des équipes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être, quand elles sont en difficulté, en situation où elles vont être un petit peu agressives. Et c'est plutôt ça qu'on peut retrouver, en fait. C'est des moments où il peut y avoir quelques tensions parce que finalement, la question n'a pas été très bien comprise, ou justement les acronymes, ce genre de choses. Et après, en tant qu'expert visiteur, nous, on a été formés à essayer de reprendre, à être bienveillants, pour que justement on puisse finalement désamorcer tout ce climat un petit peu de violence qui pourrait être verbale, ou en tout cas d'incompréhension de la part des équipes. Alors, je crois que oui, effectivement. Et puis après, ça dépend aussi des experts visiteurs. Ce sont des individus très différents. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très binaires. Après, il est vrai que les grilles sont très binaires. Il y a aussi quelquefois des experts visiteurs qui mettent du vécu personnel dans certaines thématiques. Donc, ça peut aussi poser problème. Après, ce qui a généré de la tension, surtout vous avez évoqué avec beaucoup de transparence et vraiment c'est très bien, la fiche anomalie. C'est vrai que quand une fiche anomalie est déclenchée, on voit tout de suite en réunion, là les réunions du matin, tout de suite les visages qui se figent parce que c'est très difficile à accepter. Il faut beaucoup d'explications et de pédagogie. Il faut savoir que la fiche anomalie, ce ne sont pas les experts qui décident de la déclencher, c'est les grilles comme elles sont remplies, renseignées, qui, au travers de l'algorithme, génèrent la fiche anomalie. Donc, les experts visiteurs découvrent aussi, alors avec l'expérience, certainement que certains peuvent imaginer que ça risque, mais véritablement, l'information apparaît à un moment pour l'équipe aussi. Donc ça, c'est un moment, en tout cas, dans un établissement dans lequel j'ai été, ça a été un moment difficile. Ça s'est apaisé avec vraiment un temps important d'explication, de pédagogie. Et c'est vrai que la bienveillance est toujours de mise. Après, il se peut que l'un ou l'autre expert soit un peu différent, mais voilà. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, apparemment, la HAS travaille pour harmoniser les pratiques. Donc, je pense que c'est indispensable. Et je vais dire quelque chose qui risque de heurter un grand nombre de personnes ici, mais j'ai pour habitude de dire ce que je pense, c'est que dans les équipes d'experts visiteurs, les plus pinailleurs sont ceux qui font de la qualité. Dès lors qu'on est plus professionnel, moi, comme directrice des soins, qui est peut-être plus la connaissance de la réalité du terrain, etc., peut-être que je vais être plus clémente, et peut-être quelquefois un peu trop, mais voilà. Ils sont rigoureux dans tout ou ils sont rigoureux par rapport à leur thématique à proprement parler ? Les qualiticiens ? Oui. Ne me regardez pas comme ça. Par rapport à leur thématique, bien sûr, Oui. Mais un peu pour tout, et tant mieux. Tant mieux, parce qu'il faut aussi que dans l'équipe, justement, il y ait cette rigueur du qualiticien, c'est important. Et ça rejoint une des premières questions, comment est constituée l'équipe. Je pense que c'est important. C'est souvent aussi des soignants, dans des cadres sup qui ont pris en charge la qualité, qui du coup ont les deux versants, le soignant et le qualiticien. Mais comme je disais tout à l'heure, quelquefois, ça peut être aussi, à un moment donné, l'expert visiteur comme famille
Et c'est là où il faut lutter contre ça. Quelquefois, chacun peut avoir connu une situation personnelle et pouvoir surinvestir une thématique au travers de ça. Et là, il faut que l'équipe, justement, équilibre ça. D'où l'intérêt de la pluralité, justement, des experts, des compétences différentes, des cursus différents, justement, pour venir un peu harmoniser, lisser et objectiver ce que vous pouvez percevoir. Mais l'arbitrage, il reste au coordonnateur. Donc voilà, c'est sur cette partie. Là, aujourd'hui, la construction de l'équipe, elle est vraiment par le coordonnateur. Tout passe par le coordonnateur. Alors, par rapport aux grilles, quelquefois, vous les connaissez, c'est binaire, c'est oui, non, hein, non applicables éventuellement, encore qu'ils veulent limiter les non applicables. Mais quelquefois, le côté binaire est accentué par le côté binaire de l'expert. Et là, l'équipe autour, après, va dire, ah ben non, là, tu peux pas mettre ça parce que, d'accord, tu as observé ça, mais par ailleurs, donc là, il y a tout un travail aussi pour relativiser quand même les réponses. Et donc, l'expert en charge de la grille va être amené quand même à modifier et à mettre un oui là où il avait mis un non, parce qu'il y a ce travail d'équipe. C'est important aussi, hein. Et alors, juste par rapport à l'équipe, c'est qu'on ne se connaît pas, on se rencontre la veille. En général, c'est assez, je trouve, assez magique, ça fonctionne. Quelquefois, ça peut ne pas fonctionner. Mais voilà, ça c'est un élément humain que j'y pense à l'instant, donc je le glisse. Alors, on voulait du coup enchaîner par une autre question à l'opposé de la précédente. En visite, quelles sont les actions particulièrement remarquables que vous avez pu observer en lien avec cette nouvelle certification? Est-ce que vous pouvez nous en citer des choses qui vous ont vraiment marqué, que vous avez trouvé assez incroyables, et peut-être après, on verra dans quelle mesure vous avez essayé de peut-être vous les approprier et de les installer dans vos établissements. Mais déjà, quelles actions remarquables avez-vous pu peut-être remarquer? Alors moi, c'était en plus ma première visite l'année dernière, en 2022. On était encore sur le référentiel 2022. Sur la maltraitance ordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est une équipe qui a finalement mis en scène la maltraitance ordinaire dans tout l'établissement avec les différents professionnels des services. Et ils se sont mis en scène pour faire ressortir la maltraitance ordinaire avec le patient. Et c'était quelque chose qui a été visible, alors pour les experts visiteurs, mais aussi pour l'équipe, l'établissement, parce qu'en l'occurrence, ils se sont mis en scène, et puis il y a eu un retour avec un visionnage dans une salle comme celle-ci, pour l'ensemble de l'établissement, et finalement ils ont pris conscience de certaines choses qu'ils faisaient sans s'en rendre compte, c'est-à-dire la prise de rendez-vous au secrétariat, enfin des choses qui étaient dans la vie courante, et finalement ça a vraiment généré ce retour d'expérience au sein de l'établissement. Et sur cette partie et cette thématique, ça a été vraiment quelque chose qui a été très très bien interprété à la suite, en fait. Et puis c'est quelque chose qui ressortait au fil des discussions des professionnels. Donc j'ai trouvé ça m'avait beaucoup marqué, en fait. Moi, au niveau d'une action remarquable, ça concerne le circuit du médicament, plus particulièrement les interruptions de tâches. Donc c'est vrai qu'on en a entendu parler depuis un certain temps de ces interruptions de tâches. Et là, l'équipe avait vraiment mis en place des actions pour éviter ces interruptions de tâches. Et elles avaient travaillé ensemble, donc elles avaient mis le port d'un chasuble, elles avaient l'infirmière donnait son téléphone à une collègue au moment de la distribution des médicaments. Et on voyait vraiment que c'était quelque chose que l'équipe s'était approprié. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est une difficulté que je rencontre au niveau de mon établissement, et je me suis dit, tiens, oui, effectivement, ça peut être mis en place. Alors, au-delà des actions remarquables, je dirais qu'on voit surtout comment les établissements se sont préparés. C'est plutôt des idées, des outils. Mais comme on a pu le constater aujourd'hui, les présentations qui ont eu lieu nous permettent à tous de nous dire, tiens, oui, ça, on pourrait encore faire ça, ou on pourrait encore solliciter tel autre public, etc. C'est en ce sens-là que c'est enrichissant. Merci. Alors maintenant, on passe de l'autre côté. On passe côté l'expert visiteur rentre dans son établissement. Et
Du coup, comment votre position d'expert peut être mobilisée et réinvestie au sein de votre établissement? Est-ce que déjà vous le faites? Ou est-ce que du coup, c'est deux démarches complètement parallèles et qui à aucun moment ne se rejoignent? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça vient alimenter vos actions dans votre propre établissement? Alors bien sûr, pour moi, hein, ça vient alimenter mon travail au quotidien. En plus, ça permet aussi d'avoir les connaissances et les nouvelles connaissances par rapport aux grilles d'observation, par rapport aux différentes évaluations. Et ça permet aussi, au sein de l'établissement, auprès des professionnels, d'apporter ce regard en fait de l'expert visiteur aussi dans les pratiques. Je ne sais pas si je suis claire. Alors, moi, je dirais que de toute façon, à partir du moment où on veut être expert visiteur, c'est qu'on a envie de travailler sur la démarche qualité et que quelque part, c'est complémentaire de notre travail, mais ça ne peut pas être parallèle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait aussi partie de nous-mêmes. Et puis, finalement, on revient en général de ce côté, on va dire, on parle beaucoup de benchmark, mais de ce côté où on allait quelque part ailleurs et d'un coup, on revient et on se dit « Ah, ça, j'aimerais bien le mettre en place » ou voilà, ça fait partie des choses où je pense que ça fait partie aussi de l'avancement. Quand on est cadre dans un service, on a envie d'évoluer aussi, de faire évoluer son service et finalement de trouver un petit peu la façon dont ça a été fait ailleurs, enfin ce genre de choses, ça permet de s'ouvrir et de prendre du recul sur finalement son fonctionnement propre en fait. Et c'est ça qu'il faut, enfin pour moi, c'est ça que j'essaye de pouvoir mettre en place après au quotidien dans mon exercice professionnel. Je pense que déjà, ça permet de s'évaluer, d'évaluer les pratiques de notre établissement par rapport à ce que font les autres établissements. C'est toujours important parce qu'il y a des domaines dans lesquels on constate avoir un petit temps d'avance. Par contre, d'autres domaines dans lesquels on est plutôt en retard. Évidemment, la qualité, c'est comme l'a dit ma collègue, si on est expert visiteur, c'est qu'on s'intéresse à la qualité. Et donc, l'objectif, c'est de partager avec les responsables qualité, en essayant de ne pas trop les embêter non plus, en donnant quelques idées ou quelques informations. Il y a aussi des informations qu'on peut transmettre parce que, au niveau de la Haute Autorité de Santé, ont été mis en place des référents régionaux avec qui on est en contact et qui nous donnent aussi, qui facilitent les informations sur les nouveautés de la Haute Autorité de Santé. Donc on peut aussi les transmettre à nos équipes qualité. Et puis au-delà de la qualité, quand on est expert visiteur, on voit aussi des nouvelles architectures ou des organisations, quelquefois des matériels qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est aussi important et ça permet de faire améliorer les choses dans son établissement. Et est-ce que vous communiquez sur cette mission dans votre établissement? Est-ce que vous informez les représentants de la qualité, je suppose, mais au-delà de ça, est-ce que les professionnels sont au courant qu'il existe un expert visiteur dans l'établissement? Alors, je ne me présente pas comme ça au sein de mon établissement, du tout d'ailleurs. Par contre, ma direction, bien sûr, est informée puisqu'elle doit donner son accord pour que je puisse partir, donc faire l'émission d'expert visiteur. Mais non, je ne me présente pas comme ça. Non, moi non plus, je ne me présente pas comme ça. Après, effectivement, les membres de la direction sont au courant. Et puis après, c'est peut-être sur la partie, on va dire, direction établissement plus, en gouvernance, peut-être. Mais pas dans l'établissement lui-même. Oui, c'est pareil, c'est-à-dire que dans les instances concernées par la qualité, l'information est donnée, mais au-delà, non. Alors, en regard de votre expérience en visite, de votre connaissance du nouveau manuel, quels sont les principaux points de vigilance sur lesquels vous avez attiré l'attention des professionnels de votre établissement ou du comité de direction, du comité de pilotage de votre établissement, par rapport justement aux points de vigilance qui ressortent plus dans cette nouvelle itération de la certification, peut-être? Moi, justement, c'est le travail en équipe. Tout à l'heure, le monsieur, j'ai oublié son nom, oui,
donc l'a rappelé. Donc vraiment, c'est le travail en équipe avec l'appropriation des pratiques par les professionnels de santé. Pour moi, ça, c'est vraiment une vigilance avec une attente forte d'un relais terrain par le cadre de santé. Donc c'est quelque chose sur lequel tu as attiré l'attention, la vigilance de ta direction et du comité de pilotage. Oui. Au niveau du copil qualité, je le répète assez régulièrement, et aussi au niveau de la commission de soins infirmiers. Moi, pour ma partie, c'est pareil. De toute façon, je pense que ça fait partie. Alors, moi, je suis cadre au départ. Je suis pas responsable qualité, mais justement, ça a été un peu un cheval de bataille d'intégrer les cadres et surtout de faire comprendre aux cadres que c'est leur rôle finalement d'embarquer les équipes. Et on s'aperçoit que dans les visites, les services où les cadres se sont investis dans la démarche, c'est magique parce que même les professionnels vont tous accourir pour répondre aux questions des experts visiteurs parce qu'ils se sont préparés, ils se sentent en confiance finalement par rapport à ce qu'on peut leur demander. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quelque part le responsable qualité ne peut pas être dans tous les services, avoir tous les professionnels. Il faut qu'il y ait des relais sur le terrain et c'est cette partie-là qui est vraiment importante. Et aussi la partie représentant des usagers, parce qu'aujourd'hui, on le voit à travers les réponses des professionnels et même des représentants des usagers lors des visites de certification. Ils ne sont pas forcément investis encore dans la démarche qualité. Ils ont leur commission des usagers, mais parfois, ça s'arrête uniquement là, dans les établissements. Vous avez parlé de vigilance, mais je dirais plutôt la difficulté de cette démarche, c'est justement la capacité de l'établissement à faire en sorte que tous les professionnels aient l'information et sachent répondre, puisque selon la taille de l'établissement, on l'a dit, il y a un nombre d'experts visiteurs. Enfin, à peu près tous les établissements sont vus dans leur globalité, donc tous les professionnels peuvent être sollicités pour répondre, et ça, c'est une véritable difficulté, parce que vous avez évoqué votre établissement avec 450 agents, c'est beaucoup, mais on prend la chaîne FC, c'est bien plus, et du coup c'est une inquiétude parce qu'on se dit mais comment on va réussir à véritablement toucher tous les professionnels. Et en aparté, pendant des interventions, on a imaginé encore aujourd'hui avec mon collègue une façon de toucher tous ces professionnels, peut-être au travers des entretiens d'évaluation, parce que c'est quand même une difficulté. On a aussi évoqué les équipes de nuit, ça a été évoqué. C'est vrai que les équipes de nuit, alors il y a les équipes de nuit qui font de l'alternance, mais il y a des professionnels qui sont fixes de nuit, c'est quand même plus difficile, ils se sentent quand même un peu moins concernés par tout cela, ils sont plus dans l'activité de soins, et il y a des questions qui sont quand même assez particulières, hein. Je l'ai dit hier, je le redis, quand on demande à une infirmière de nuit si elle sait qui déclenche le plan blanc, bon, je dirais quelle importance, et pourtant ça fait partie d'une question, et les plans blancs, il y en a eu beaucoup. Pour autant, ils ne savent pas forcément que c'est le directeur. Souvent, c'est le préfet ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pour vous dire que ça, il y a aussi des questions qui vont certainement évoluer par les retours des experts visiteurs, puisque l'HAS attend aussi un retour des experts visiteurs. Et c'est comme ça qu'un nouveau manuel, enfin une révision est prévue pour 2024. Ok. Et puis donc au final, après tout ça, quelles actions concrètes avez-vous pu observer en visite que vous avez réinvesti vraiment dans votre établissement? Parce que là, on a parlé tout à l'heure voilà, des points de vigilance, la mobilisation. Et finalement, concrètement, est-ce qu'il y en a une que vous avez pu mettre en place chez vous? Alors soit une action, soit une organisation, enfin un outil, un support, je ne sais quoi. Au niveau de l'action, c'est l'interruption, l'interruption de tâches pendant la distribution des médicaments. Ça, c'est vraiment un souhait de ma part de le mettre en place. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Ok. Alors moi, j'ai eu la chance, et elle est là, la responsable qualité de la clinique à Sens. On a mis en place, enfin c'est elle qui l'a fait surtout, puisque c'est elle qui prend le suivi maintenant, parce que je suis partie en décembre, les cafés qualité dans les différents services de soins, avec par mois, avec différentes thématiques. Et parce que c'était, encore une fois, cette volonté d'impliquer les équipes et de pouvoir les faire participer et avoir leur retour, voilà,
Et aussi le langage qualité qui peut être utilisé, qui n'est pas forcément compris non plus par les professionnels. Alors moi, c'est des choses que j'avais déjà mis en place finalement au sein des blocs opératoires sur la partie CREX, où on faisait les CREX en équipe, parce que ce matin, tout à l'heure, on a parlé d'impliquer les équipes. Moi, en tant que cadre de bloc, je mettais en place les CREX au sein du bloc avec la responsable qualité. Et ça, effectivement, sur l'AV 2014, c'était quelque chose qui avait très, très bien fonctionné parce qu'ils connaissaient leurs risques, finalement, et puis surtout les actions qui étaient mises en place dans le service. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que derrière, ça redonne du sens aux professionnels. Et ce qu'on constate, c'est que les cadres finalement des services de soins et la qualité, parfois c'est compliqué parce qu'on parle un langage où on va dire qu'on a des missions qui peuvent être différentes, mais finalement le soignant, il fait du soin au quotidien et de la qualité au quotidien. Et c'est ce langage entre les deux qu'il faut arriver à mettre en place. Et c'est vrai que le Covid, ça a un petit peu cassé la dynamique qui avait été lancée. Mais derrière, c'est vraiment pouvoir aller jusqu'aux professionnels. Et aujourd'hui, dans les résultats des différentes visites de certification, souvent, on a la gouvernance avec de très bons résultats. Et derrière, c'est au niveau des équipes, c'est vraiment sur la partie démarche qualité et gestion des risques dans les équipes. Et ces cafés qualité, alors du coup, comment ils sont organisés ? Ils sont par thématique, en fonction de ce qui peut être arrivé dans les différents services. Et puis après, à chaque café qualité, et un petit peu soulever la prochaine thématique. Finalement. D'accord. Et ça dure combien de temps ? C'est pas... Voilà, 30 minutes. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Et c'est à la fin d'une relève, c'est à quel moment ? Non, parce qu'ils travaillent en 12 heures dans cette équipe. Donc, en fait, c'est en lien, avait été identifié la période la plus creuse pour pouvoir, finalement, autour d'un café, échanger sur... mais ils savent le jour... D'accord, il y a une planification. D'accord, oui, c'est intéressant ça aussi, que ce soit planifié pour se dire, pour pas louper, quoi, entre guillemets. D'accord. Madame Demeuzy ? Alors, on ramène aussi quelquefois des documents. Quand les établissements nous y autorisent, on pose la question, parce qu'il y a souvent des documents intéressants. Donc, pour ma part, j'en ai ramené un à la chaîne FC, mais l'équipe qualité n'en a pas voulu. Alors, on va en parler tout à l'heure au repas. Non, en fait, c'était simplement un support, un modèle de support de fiches, ce que tous les établissements font. C'était un support un peu particulier. Et puis, voilà, donc on avait déjà eu un support pour une précédente certification avec un petit livret. Là, c'était plutôt un système que j'ai ramené type calendrier perpétuel. Donc là, ce sera plutôt des fiches. Enfin, voilà. Ok. Mais Je la ramènerai qualité plus a rien. déjà bien travaillé sur les supports de com, visiblement. Donc, mais ils s'en sont peut-être inspirés quand même pour pouvoir identifier leurs propres actions. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous dire par rapport à votre rôle en tant qu'expert d'autres choses que vous vouliez nous faire partager ou peut-être des questions dans la salle ? Oui, peut-être avez-vous des questions à poser à nos experts visiteurs régionaux. Il faut savoir que dans la région, on a un certain nombre d'experts visiteurs. On a cette chance-là, qu'on en a sollicité 3 aujourd'hui, mais que le nombre est un peu plus conséquent et que c'est une vraie richesse pour un atelier comme celui-ci aujourd'hui. Oui, je vois une question. Oui, bonjour Arnaud. Je reviens sur un élément que vous avez évoqué tout à l'heure. Ce qui m'a surpris un petit peu, c'est la question de l'algorithme avec la fiche anomalie. Et du coup, dans les suites de la fiche anomalie, on a un droit de réponse. Et je voulais savoir si vous étiez associé au jugement du droit de réponse de l'établissement suite à l'apparition d'une anomalie selon un algorithme, quoi. Puisque derrière, il me semble qu'il y a un deuxième traitement possible. Et je suppose que ce n'est pas un algorithme qui le gère, celui-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette étape ? Merci. En fait, cette partie-là, elle est gérée après avec le chef de projet et le coordonnateur. Finalement, les experts visiteurs, à la fin de la visite, nous, on a finalisé à partir du moment où les grilles sont finalisées, on a finalisé notre mission. Et c'est le coordonnateur avec le chef de projet ensuite qui va rédiger et avoir les échanges
sur cette partie-là, en fait. Mais effectivement, il y a l'algorithme et ensuite, il y a tous les éléments, comme ce qui a été montré là sur la fiche anomalie, de contexte finalement, et de côté factualiser les éléments pour pouvoir construire les réponses à cette fiche anomalie. C'est tout à fait ce qui est apparu dans ce que vous avez présenté, hein, la fiche, et puis après comment c'est traduit en mots avec tout ce que les experts ont pu apporter de positif en parallèle de cette fiche anomalie. Mon intention, c'était de me dire qu'on ne déresponsabilisait pas la fiche anomalie sur un algorithme. C'est que derrière, voilà, si l'équipe d'experts ou un coordonnateur avait une vision plus réelle qu'un algorithme, il avait tout à fait la possibilité de lever la fiche anomalie dans un deuxième temps. En fait, la fiche anomalie, elle va se déclencher sur une grille. Donc forcément, on est obligé de contextualiser parce que derrière, on va identifier que ça s'est produit. Alors, il y a des fiches anomalies où il va y avoir plusieurs... finalement, c'est là où cet algorithme il est important parce qu'en fonction du nombre de grilles, du nombre d'observations, parce que les observations aussi, on s'aperçoit que comme il y en a sur toutes les grilles, ça vous fait un nombre de réponses finalement. Et c'est ce pourcentage-là qui va générer ces fiches. Donc derrière, c'est pour ça qu'on parle d'algorithme. Après, forcément, c'est là, il y a un établissement qui a dit on est certifié, on n'était pas loin d'être hautement certifié. C'est là où c'est par rapport finalement aux observations. Et il y a des choses qui ressortent pas forcément véritablement dans finalement le pourcentage va être le même qu'un autre critère, mais quelque part c'est parfois prégnant si on prend les médicaments à risque, si on prend des choses, et la façon finalement la rédaction du rapport va ensuite pondérer cette partie certification et couleur de certification. Quelquefois, les experts visiteurs sont sollicités par le coordonnateur après visite pour préciser certains points par rapport aux remarques qui ont été faites par l'établissement. L'établissement, quand il reçoit son premier retour, a un temps pour argumenter. Donc, en général, chaque point qui est... on va dire, je vais dire négatif parce que je ne trouve pas autre chose, mais discuter. Donc il faut pouvoir argumenter. Normalement, le coordonnateur a tous les éléments en partant parce que chaque expert visiteur a fourni un bout du rapport. Et puis, si besoin, on peut être ressollicité après visite, ce qui est quand même difficile parce qu'une fois qu'on a fini la visite, on est retourné dans la vraie vie. On oublie vite quand même tout ce qu'on a pu observer, raison pour laquelle il est important de bien tracer tout cela. Merci. Vous nous avez dit que vous regardiez les documents que l'on déposait avant la visite et toutes les grilles d'évaluation interne que l'on peut faire et que l'on dépose aussi chaque année avant une date limite. Est-ce que ça, vous y avez accès? Est-ce que vous les regardez? Des exercices que l'on peut faire avec les outils que l'on prend? Alors non, parce qu'en fait, on n'a vraiment que les documents qui sont déposés sur Calista. Ouais, mais sur cette partie-là, en tout cas, on les a pas, nous, dans la visite. Ouais. Enfin, dans la préparation. Il me semble que c'est des documents qui ne sont pas obligatoires. C'est ça. Alors peut-être que les établissements dans lesquels je suis allée, il n'y en avait pas. Alors voilà, j'avais une petite question, moi, concernant également la programmation de cette visite. Est-ce que, par anticipation, vous êtes en possession des données d'activité de l'établissement? Parce que nous concernant notre visite, elle avait été un peu surestimée au regard de notre activité. Je pense notamment hôpital de jour ou même transfusion, où parfois on a une transfu par semaine. Donc effectivement, quand on veut programmer un traceur ciblé et qu'on a une transfusion ou deux sur un mois ou sur 15 jours, est-ce que vous êtes en possession de toutes ces informations-là qui, justement, dans la programmation, peut faire jouer le calendrier?
En général, ça c'est vu donc en amont pour préparer au niveau du chef de projet HAS et après revu avec le coordonnateur de la visite. Mais nous, en tant qu'experts visiteurs, cette partie-là, on ne la voit pas du tout. Et après, le coordonnateur peut aussi, alors pas forcément par rapport à l'activité, mais quelquefois par rapport à la taille de l'établissement, peut estimer que la visite est trop courte, qu'il faut rallonger d'un jour, ou quelquefois qu'il faut raccourcir, etc. Le coordonnateur va donner aussi un avis, mais plus tardif par rapport à la date de la visite. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir aussi le nombre d'investigations qui peut être différent, en fait. Où il va être prévu un nombre et finalement, l'équilibre sera différent. Monsieur Prédine, une question ? Oui, une remarque peut-être pour revenir sur la partie bienveillance des experts que je confirme. Et notamment lorsqu'on a un expert, nous on en avait un qui est un petit peu plus hard, et en fait on s'aperçoit qu'il y a bien une discussion entre eux, parce que ça s'ajuste dans la semaine, et que c'est un autre expert qui va revoir la même équipe. Du coup on voit qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se gère et qui s'améliore, qui va dans le bon sens, qui garde l'esprit de cette bienveillance et de faire parler les gens. Voilà. Je trouve que ça, c'est clairement perçu, même si nous, on a eu une petite expérience un petit peu difficile avec une équipe, avec un expert. Mais bon, ça fait partie comme vous le dites, il y a la personnalité de chacun qui fait qu'à un moment donné, il se passe des choses aussi. Donc là-dessus, je confirme que l'esprit est bien là et que c'est bien dans ce sens-là que les choses se font. Sur la fiche anomalie et sur le retour, sur la gestion après, etc., on a un peu eu le sentiment que de toute façon, c'était fait, quoi. Enfin, c'était pas trop... Il n'y avait pas trop de discussions possibles, d'aménagement. Voilà. Après, c'est vrai que la perception qu'on peut en avoir est peut-être aussi plus exacerbée en interne, c'est clair. Après, il y a quand même le verbatim de chacun des experts. C'est ce qu'on nous a expliqué aussi dans l'argumentation. C'est le fait que chaque expert on pose de multiples fois la même question, le même critère, le même. Du coup, voilà, c'est la résultante de toute cette moyenne qui fait puis chacun peut alimenter l'argumentation, quoi. Et ça, pour le coup, on n'a pas du tout, nous, en tant qu'établissement, accès. Donc, du coup, on ne le perçoit pas toujours. Donc, du coup, cet échange qu'il peut y avoir et qui fait que ça s'ajuste, on ne le perçoit pas. Et nous, je sais les échanges qu'il y a eu pendant toute la semaine sur un certain nombre de sujets, les alertes du matin, nous, on a eu des alertes sur l'urgence, sur l'hygiène, sur toute une série de sujets qui, en fait, sont ajustés toute la semaine. Et puis, on ne la retrouve pas du tout. Alors, on se dit, oh mince, à la fin de la semaine, on va se faire... voilà, on va avoir une remarque sur tel et tel sujet. Puis, en fait, ça, on ne le retrouve pas parce que c'est re-questionné, c'est revisité, c'est plusieurs fois, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné... et puis il y a des ajustements possibles, on peut argumenter, on est là aussi pour ça. Enfin, voilà. Ce qui fait qu'à un moment donné, le résultat final, il n'est pas tout à fait le reflet de tout ce qu'on a vécu dans la semaine au moment de toutes les coordinations. Enfin, voilà. Plutôt dans le bon sens d'ailleurs. Hein. C'est pour ça. Mais du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, les réajustements que vous avez faits en fonction des alertes qui vous ont été données le matin, même si vous ne l'avez pas forcément perçu, qu'ils ne vous en ont pas reparlé lors de la fin de la visite, est-ce que dans le rapport, par contre, vous avez vu qu'ils en avaient tenu compte ? Oui, complètement, parce que, par exemple, si je donne un exemple précis sur l'hygiène, on avait quelques petits... Sur l'urgence, notamment, sur les points de... la perception par toutes les équipes de comment était gérée l'urgence, etc. Puisqu'en plus, on avait 3 établissements qui géraient l'urgence un petit peu différemment, etc. Donc, du coup, même pour les experts, c'est pas évident de percevoir l'organisation même des équipes, enfin de l'établissement, etc. Du coup, on voyait qu'il y avait des questions. On nous questionnait pendant les réunions et en fait, au rapport final, c'est clairement indiqué que l'urgence est bien gérée, enfin est gérée correctement. Enfin, voilà. C'est assez succinct. Le rapport, il est très succinct quand même. Hein. Donc du coup, la phrase, elle est positive sur le fait qu'on gère correctement les urgences. Point. Donc du coup, il ne fait plus du tout référence à tout le questionnement qu'on a eu pendant la semaine. Vous confirmez effectivement le fait que vous tenez bien compte des investissements, enfin des actions qui sont menées pendant la visite et qui peuvent venir impacter le résultat final ? Oui, il y a beaucoup d'échanges en fait déjà entre nous, experts visiteurs, l'équipe,
et aussi avec les professionnels de l'établissement. Après, c'est une évaluation du résultat. Donc le premier jour, il peut être constaté des choses, donc la grille va être renseignée d'une façon, et le lendemain, il peut être constaté justement qu'il y a eu un réajustement, et sur les grilles du lendemain, et ça va finalement pondérer le résultat. Mais ce qui est constaté un jour reste. Oui, c'est plus après dans la cotation, comme on le disait, le fait que ça vient s'incrémenter. On ne va pas corriger une grille parce qu'il y a une évolution et un réajustement dans l'établissement. Oui, c'est plus les observations futures, positives, qui font que ça vient impacter. D'accord. Après, la fiche anomalie, une fois qu'elle est déclenchée, on ne peut plus l'annuler. Ça répond peut-être aussi à la question de monsieur. Sauf cas particulier, ça pourrait, dans le cadre d'une discussion, il me semble, avec le chef de projet, mais normalement, elle est déclenchée. L'équipe n'a pas la main pour la supprimer. Et je dirais que le rôle du coordonnateur est très important à tout point de vue pour la préparation, pour l'organisation, parce qu'il faut quand même avoir une capacité de comprendre rapidement la structure de l'établissement, et selon l'établissement, ça peut être très complexe, pour pouvoir réajuster, pour pouvoir aussi distribuer les grilles aux différents experts, et puis l'animation de l'équipe de toute façon, hein, c'est-à-dire que la personnalité aussi du coordonnateur est importante pour que ça se passe bien, et pour l'établissement, et pour les experts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui, Juliette, merci. Est-ce que vous avez des expériences de certification commune entre plusieurs établissements d'entités juridiques différentes? Pour ma part, non. Parce que c'est ce qu'on nous propose, là, de façon assez abrupte, je dois dire, puisque on n'a pas été vraiment préparé à la chose, et on a eu cette proposition de l'HAS de faire une certification commune entre 3 établissements. Sur les 3 établissements, il y en a 2 qui ont une activité un peu similaire, et un autre qui est un gros CH, donc pas du tout de la même activité que Morteau et Ornans, pour les citer précisément. Donc on est un peu surpris et on ne voit pas trop dans les faits comment ça peut se passer. Donc je ne sais pas si vous avez des pistes à nous fournir, parce qu'on est un peu dubitatif sur la réalisation. Je vois que vous aussi. Non, mais pour répondre à la question, est-ce qu'on a été expert visiteur dans ce cadre-là? Non. Après, de plus en plus, il y a les directions communes. Et dans le cadre des directions communes, est-ce que ça reste des entités juridiques différentes ou pas? Mais en tout cas, de plus en plus, effectivement, tous les établissements, et ça peut être un grand nombre d'établissements qui sont visités au cours de la même visite, enfin la même démarche. Alors moi j'ai une question concernant la tenue des audits système. Est-ce que vous avez une attente qui est particulière sur la présentation que doit faire l'établissement? J'entends, lorsque donc, on a eu nos audits système, il y a eu un petit moment de flottement entre l'expert et les équipes présentes, enfin, en tout cas l'équipe de gouvernance, sur comment devait être tenu l'audit. C'est-à-dire, est-ce que c'était à l'établissement de présenter on va dire, les questions qu'il a préparées au préalable, ou est-ce que c'est l'expert revisiteur qui mène cet audit en posant diverses questions? Et c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment où on ne savait pas trop ce qu'on devait faire. J'ai eu 2 façons de faire. En fait, un établissement pour ses audits système avait préparé des diaporamas. Et d'autres, rien, c'était un tour de table où on posait des questions, on demandait éventuellement les éléments de preuve, mais j'ai vécu donc les 2 situations. Le cordo était d'accord pour les deux situations. Je ne sais pas vous, mais... Moi, j'ai vécu aussi les 2 situations. Et ce qui avait été un petit peu dit, c'était que le PowerPoint qui était présenté, ils reprennent bien les grilles, puisque c'est surtout ça, puisque les questions, après, effectivement, ça reste l'expert visiteur qui reste à poser les questions. Mais derrière, si le PowerPoint prenait, et moi, les 3 coordonnateurs sur cette partie, puisque j'ai eu l'occasion de faire 3 fois les audits système,
était d'accord sur ce positionnement, à savoir on peut laisser l'établissement à partir du moment où ça répond à nos attentes. Mais voilà, moi c'est les 3 expériences que j'ai eues. Enfin, je pense que de toute façon sur les rencontres audit système, c'est toujours préférable que l'établissement prépare quelque chose, que les rôles soient distribués aussi, puisque en général il y a un grand nombre de professionnels, enfin de responsables des différentes thématiques autour de la table et qu'il y a un point de départ pour ensuite permettre l'échange. C'est toujours mieux que s'ils arrivent. Alors, il y a des établissements, effectivement, où les professionnels arrivent et attendent que l'on pose des questions. Et là, il peut y avoir un moment de flottement parce que le démarrage n'est pas simple. Hein. C'est toujours... Donc, il vaut mieux que ce soit préparé. Vous nous conseilleriez plutôt de préparer ? Oui. Disons que ça oriente directement le démarrage de la rencontre, en fait. Mais il est vrai que moi, pour avoir échangé avec certains experts visiteurs, au démarrage l'année dernière, on était sur quelque chose où ça restait l'expert visiteur qui restait maître finalement de son audit. Mais je trouve que là, sur la fin de l'année, en tout cas sur même le début de cette année, moi, les 3 visites, je les ai eues là en 4 mois. Là, par contre, les établissements étaient prêts, avaient leur présentation et derrière, on suivait la présentation. Oui, il faut la présentation parce que sinon les questions elles sont un peu sèches et du coup souvent dans ce cas-là autour de la table les professionnels ne savent pas qui commence, qui donc quand c'est préparé il y a une présentation, ça n'empêche pas l'expert visiteur de poser une question en cours de présentation, mais en tout cas ça permet de rendre les choses quand même plus faciles et plus agréables aussi. Oui, puis de préparer aussi la valorisation des éléments, parce qu'on dit souvent que se préparer, c'est aussi penser à dire ce qu'on fait de bien et qu'on oublie souvent de dire. Et donc là, du coup, c'est aussi une manière de répéter presque, j'ai envie de dire, pour bien penser à tout. Bien penser à tout, parce qu'effectivement, il y a des équipes, elles font certaines choses, mais elles n'y pensent pas. Donc c'est vrai que si on prépare, du coup, ça valorise. Et puis je pense qu'il faut coacher quand même les équipes pour cette... Après, ça sert aussi de support, parce qu'on parlait tout à l'heure du rapport, et moi j'ai eu 2 fois où les coordonnateurs ont récupéré les PowerPoint pour pouvoir construire le rapport sur la partie gouvernance, parce que ça donne des éléments bien factuels, et ça permet aussi que l'expert visiteur il soit vraiment dans l'écoute, puisqu'il sait qu'il n'a pas à prendre de notes véritablement sur certaines choses. Donc voilà, c'est plus, je pense, une préparation de cet audit. Un grand merci pour votre... Moi, j'aurais... Pardon, il y a encore une question ? Oui, j'aurais une petite question. Hélène. C'est la dernière, hein, parce qu'après, on sortira du timing. Est-ce que finalement, il y a des rencontres qui se font, par exemple, le directeur est rencontré seul ou un cadre est rencontré seul ? Est-ce qu'il y a encore des rencontres de professionnels seuls dans leur bureau, par exemple ? Et du coup, est-ce que finalement, ils ont le droit à des anti-sèches ? Est-ce qu'ils ont le droit de venir avec des notes ? Parce qu'on a un peu dit ça dans notre établissement, qu'ils pouvaient avoir 1 ou 2 supports, enfin venir avec des documents. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors les rencontres, moi, dans les visites que j'ai faites, il y a des rencontres en milieu de visite entre le directeur et le coordonnateur. Ça peut arriver, justement, par rapport à ce côté comportement des experts visiteurs et des équipes, pour avoir des retours, finalement, par rapport à comment se passe la visite. Et après... Non, mais il n'y a plus les rencontres comme il y avait, où c'était prévu, planifié, etc. Après, pour ce qui est des documents, j'imagine pas un expert visiteur empêcher qui que ce soit d'utiliser des documents, des supports, etc. Non, ça c'est... Oui, je pensais notamment aux représentants d'usagers où on leur avait dit qu'ils pouvaient venir avec des comptes rendus, des affiches, des petites choses, parce que ça les réconforte d'avoir quelque chose sous le coude. Oui, puis ça, c'est même pas des anti-sèches, j'ai envie de dire, c'est plus des documents de preuve. Donc là, je pense que c'est plutôt valorisant. Merci. Ce serait de venir avec le dossier Memento. C'est un peu plus gênant, peut-être. En anti-sèche. Mais en même temps, on les voit, nous, en visite. Les Memento, on les voit. Ça prouve qu'il l'a eu entre les mains. Par rapport à ça, justement, pas les distribuer 10 jours avant. Parce que c'est quand on est en visite et puis que finalement, on nous montre le classeur dans le service et que personne n'est au courant de ce classeur... C'est difficile. C'est en ça où on parlait tout à l'heure de la préparation des équipes.
voilà, les éléments de preuve, oui, mais il faut qu'ils soient utilisés. Ou alors vous avez un professionnel à qui vous posez une question, il y a la fiche réflexe ou fiche mémo derrière lui et il ne sait pas répondre. Voilà. Et on parlait des IQSS, et en l'occurrence, c'est ce qui se passe, parce que les IQSS, quand on regarde, quand on arrive en visite, ils sont affichés dans tous les services. Donc voilà, c'est un petit peu les choses qui sont... C'est ce lien-là qu'on a du mal à faire. Hein. Depuis la matinée, on se rend bien compte que c'est ce lien-là qui manque. Un grand merci pour votre présence autour de cette table ronde. Un grand merci à tous les intervenants de la matinée d'avoir accepté de relever ce défi et de prendre le micro.